Bonjour à tous, bienvenue sur Capital. Nous recevons aujourd'hui Patrick Artus, qui est conseiller économique chez Natixis, mais aussi vous êtes professeur à la Paris School of Economics. Et vous venez de participer à un débat où on pourrait résumer un petit peu la question principale, c'était est-ce que finalement on peut continuer à avoir une croissance alors que les ressources qui sont à notre disposition vont se raréfier ? Voilà, et vous avez également publié un livre plus tôt cette année sur, on va dire, la fin de l'abondance. Pour rebondir sur ce débat, est-ce que vous pensez qu'il est possible de continuer à avoir de la croissance avec ce changement, ce réchauffement climatique et cette raréfaction des ressources ? Oui, je crois que la plupart des analystes sont trop pessimistes parce que, en effet, on voit de considérables progrès techniques, par exemple dans le stockage de l'électricité ou de l'énergie, par exemple dans la production d'énergie renouvelable. On a des coûts de la production d'énergie renouvelable qui ont baissé considérablement. On voit aussi une tendance forte à utiliser beaucoup plus de recyclage. On a des taux de recyclage qui montent pour tous les métaux, par exemple, et pour le plastique. Et il y a encore une marge d'amélioration considérable. Et puis, le vent et le soleil sont gratuits. Et donc, l'énergie renouvelable, c'est un coût d'investissement. Une fois que vous avez investi dans des éoliennes ou dans des panneaux solaires, le coût de fonctionnement des éoliennes ou des panneaux solaires est extrêmement faible. Et donc, je crois que si on continue à faire des progrès pour utiliser plus d'économie circulaire, de recycler la plupart des matières premières, si on continue à faire un effort d'investissement important sur l'énergie renouvelable, et bénéficiant d'ailleurs du fait qu'il n'est pas trop discuté que la population mondiale va commencer à diminuer vers 2050, je crois qu'on peut maintenir notre niveau de vie. Ne pas avoir à baisser dramatiquement notre niveau de vie parce qu'il y a ces ressources qui sont inemployées. Aujourd'hui, on a une économie de gâchis. On ne recycle pas, on jette, on utilise des énergies, bien entendu, qui sont fossiles et qui ont un stock limité. Mais on va pouvoir passer à une économie qui sera beaucoup plus économe, qui recyclera, qui utilisera de l'énergie gratuite et en quantité illimitée, qui sont les énergies renouvelables. Donc je crois qu'il y a un potentiel d'amélioration de notre efficacité énergétique et d'utilisation des matières premières considérable. Malgré tout, tout n'est pas rose. Là, vous venez à l'instant de dire qu'on avait 30 ans d'efforts qui nous attendaient, qu'on aurait un problème d'épargne et qu'on aurait un problème d'investissement. C'est quoi exactement ces efforts ? Le problème, c'est que nous avons... prenez un sidérurgiste. C'est un exemple qui est intéressant parce que c'est une des industries qui utilise le plus d'énergie fossile aujourd'hui. Un sidérurgiste va devoir complètement changer sa technologie de production. Il va devoir passer du coke, c'est du charbon, à l'hydrogène par exemple. Et donc il va devoir jeter les équipements qu'il utilise aujourd'hui, il va devoir jeter les hauts fourneaux utilisant du charbon qu'il utilise aujourd'hui et investir dans des équipements nouveaux qui sont des hauts fourneaux qui utilisent de l'hydrogène. On va avoir un effort d'investissement considérable pour remplacer du capital brun par du capital vert. Et ça fait penser à l'effort d'investissement qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Dans un pays comme la France, ou en Allemagne, etc., le capital avait été largement détruit. Et donc, il a fallu réinvestir pour reconstituer le capital. Aujourd'hui, on va détruire le capital brun, on va le casser, on va le jeter, et on a un besoin d'investissement colossal pour investir dans du capital vert. Et on peut faire très facilement le parallèle avec ce qui s'est passé à partir de 1945-46, pendant une quinzaine d'années. Effort considérable d'investissement, effort considérable d'épargne, pression fiscale en hausse, inflation qui allège la dette publique, puisque l'inflation a érodé les niveaux de dette publique. Et donc tous les efforts
des gouvernements entre 1945 et la fin des années 50 ont été orientés vers l'accélération du renouvellement du capital. Alors le capital était détruit, mais aujourd'hui il n'est plus utilisable. Donc et à la fin, on a eu les 30 Glorieuses. On a eu du capital neuf, on a du capital productif, on a eu le plein emploi, on a eu plein de croissance. Et donc on aura ces deux étapes aujourd'hui aussi, une étape de destruction et reconstruction d'un capital beaucoup plus efficace. Et quand ce sera fait, on aura une économie d'abondance qui reviendra. Cette économie de rareté, elle va durer 30 ans. Et probablement à la fin, on va retrouver une certaine abondance et on va retrouver un coût très faible de l'énergie. Puisque à nouveau, les énergies renouvelables, c'est un coût d'installation du capital, c'est pas un coût opérationnel. Le vent ou le soleil, ça coûte rien. Ce que vous avez dit aussi, c'est que très concrètement pour les gouvernements à venir, la priorité, ce ne serait pas d'aider à la consommation. Oui. Et ça va être difficile à entendre. Mais ça, c'est un message qui est difficile à entendre. Mais il y a une quantité d'épargne limitée dans le monde. Le taux d'épargne du monde, c'est à peu près 25-26%. C'est assez peu probable que le taux d'épargne du monde augmente considérablement. Il peut augmenter un peu parce qu'il y aura un mouvement citoyen pour investir dans la transition énergétique et donc épargner un peu plus parce que les gens s'inquiètent pour l'avenir, donc il y aura peut-être un peu plus d'épargne. Mais essentiellement, on aura une quantité d'épargne finie. Donc il va falloir surtout s'abstenir de toutes les mesures de politique économique qui conduiraient à une baisse de cette épargne pour consommer. Il faut proscrire pendant 20 ans ou 25 ans toutes les politiques économiques de soutien de la consommation et il faut les remplacer par des politiques économiques de soutien de l'investissement et de l'épargne. Et donc on ne pourra pas faire les deux. Alors c'est un message qui est compliqué à faire passer, mais on peut pas financer. Ça va coûter à peu près la transition énergétique, les investissements dans l'eau, les investissements dans la protection de la biodiversité, etc. Ça va coûter à peu près 5 points de PIB par an à la planète pendant 25-30 ans. On ne peut pas passer ce message et en même temps faire des politiques de soutien de la consommation, quoi, je veux dire. Et donc la priorité, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui consommeront et nous, on va devoir épargner. Et donc, à quelques années de la prochaine présidentielle, ça va être un message quand même assez impopulaire et assez difficile à assumer. Oui, il va falloir aussi utiliser des politiques redistributives parce qu'il n'est pas question... Enfin, on a eu un débat dans la table ronde qui vient de finir sur le prix de l'énergie. Bon, on peut quand même considérer, alors que Jean-Marc Jancovici faisait remarquer que le pétrole était rare et il n'était pas tout le temps cher. Et le pétrole, il y a des mouvements de l'offre de pétrole. Il y a eu par exemple l'apparition du pétrole de schiste américain qui a fabriqué une quantité de pétrole disponible mondialement beaucoup plus élevée. Donc on ne peut pas vraiment étudier la relation entre la demande et le prix. Mais probablement, on va avoir un prix de l'énergie plus élevé qui va être un coût d'amortissement. Ça sera à nouveau l'énergie renouvelable, c'est pas un coût, on n'achète pas d'énergie renouvelable, mais on doit investir dans les équipements qui permettent la production d'énergie renouvelable. Et on va avoir un coût d'amortissement qui probablement, à nouveau, pendant 20-25 ans, va faire monter le prix de l'énergie. Et donc, on peut avoir des politiques aussi de redistribution pour éviter que ces mouvements de prix affectent les plus modestes, quoi. Je veux dire, et donc, tout ce qu'on dit sur la nécessité d'investir va être complété tout à fait probablement par des politiques redistributives beaucoup plus actives, parce qu'on voudra protéger les plus modestes des hausses de prix qui sont fabriquées à nouveau transitoirement, mais 25-30 ans c'est long par la transition énergétique. Et peut-être pour finir, du coup, est-ce qu'on sera toujours dans le modèle capitaliste qu'on a connu ou est-ce qu'il faut changer de nom ? Oui, le capitalisme, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'entre le capitalisme chinois et le capitalisme anglo-saxon, c'est un modèle où ça sera du semi-capitalisme. D'abord, je crois que le rôle de l'État sera beaucoup plus important, parce que la plupart des entreprises ne pourront pas financer les besoins d'investissement.
Je reprends mes sidérurgistes, ils auront besoin que les États leur financent à peu près la moitié des coûts d'investissement qui procèdent de la transformation des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Donc le rôle de l'État dans le financement de l'économie va beaucoup s'amplifier. Le rôle ensuite d'incitation de l'État, même aux États-Unis, regardez le plan Biden, l'Inflation Reduction Act, l'État américain incite les entreprises à investir dans certains secteurs, dans la transition énergétique, dans les semi-conducteurs. Donc l'État sera beaucoup plus directif sur les politiques industrielles et sur les politiques d'investissement. Donc on va vers un capitalisme beaucoup plus mixte, hein, un capitalisme avec une participation de l'État plus importante et aussi probablement une rentabilité du capital plus faible parce que, je reprends toujours mon sidérurgiste, il va devoir investir dans du capital qui est du capital vert, hein, en jetant son capital brun, qui ne lui permettra pas de produire plus. Il va produire la même quantité d'acier avec une autre technologie, il va devoir investir pour ça, et donc la rentabilité exigée du capital devra nécessairement baisser. Donc ça sera un capitalisme avec rentabilité plus faible, avec plus d'interventionnisme de l'État, avec plus de cofinancement entre le secteur public et le secteur privé. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.